Merci Marie-Laure. Bonjour à tous. Et puis je remercie les organisateurs pour nous avoir sollicités pour parler un petit peu de ces éléments-là. Alors, vous verrez, il y a une partie introductive qui va reprendre quelques éléments qu'on a déjà vus ce matin. Je me suis permis d'illustrer mon propos aussi avec des résultats de Caliagro, donc je n'aurai pas à réexpliquer l'essai, donc comme ça c'est plutôt pas mal. Ça va me permettre de gagner du temps pour parler un peu des autres éléments. Et puis, donc on verra un peu effectivement les intrants sur les sols. On a vu déjà les impacts que ça pouvait avoir, et du coup, on a déjà, au travers des présentations de ce matin, vu quelques analyses ou quelques brides, et on va essayer de prendre le temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce qui va arriver demain avec les différents éléments qu'on va pouvoir avoir en stock. Alors c'est ça. Alors juste pour représenter Auréa Agrosciences, donc qui est le fruit d'une fusion de 3 laboratoires. Donc tous les 3 filiales d'Arvaïs Institut du Végétal, donc laboratoire d'analyse agro-environnementale, donc analyse de sol certes, mais analyse de matières fertilisantes, boue, compost, support de culture, analyse d'eau également, avec, vous voyez, une grosse partie, à peu près moitié-moitié, agricole, environnement, et puis des volumes analytiques qui vont représenter, en fonction des matrices, à peu près 50% du volume d'analyse qu'il va y avoir au niveau national. Donc, on va dire qu'on voit passer pas mal d'échantillons, ce qui nous permet aussi d'avoir un panel et puis un recul sur un certain nombre de questions qu'on peut avoir au niveau analytique et puis fertilité au sens global. Je ne m'attarde pas tellement plus là-dessus. Donc, au niveau, qu'est-ce qu'on va appeler l'efficacité agronomique, on en a déjà parlé, sur les intrants dans les sols. Donc, on va rechercher d'abord, en premier lieu, la valorisation des intrants, donc qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, donc un effet fertilisant, donc plutôt amener des éléments aux plantes, donc utiles à leur nutrition et donc après aux objectifs de rendement. Et puis il y a aussi l'effet amendant, donc là qui est plutôt orienté vers le sol, où on essaye d'entretenir ou d'améliorer les propriétés du sol. Alors statut organique certes, mais aussi statut physique avec les stabilités de structure, réserve en eau, et puis également tout ce qui est statut acido-basique. Donc ça c'est ce qu'on recherche. Et puis en parallèle, il y a bien sûr l'effet amendant qui à moyen terme aura également un rôle sur l'effet fertilisant, ça j'y reviendrai un petit peu après. Et puis ce qu'on essaye d'éviter bien sûr, c'est l'innocuité, on veut atteindre l'innocuité, donc on essaye d'éviter effectivement que ces intrants aient des impacts sur l'homme, les végétaux, les animaux et l'environnement. Donc du coup en démontrant leur absence de phytotoxicité, donc pour maintenir la fonction de production, l'absence de contamination de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le transfert vers les organes récoltés, l'absence de contamination de l'environnement, des eaux et de l'air, et puis l'absence d'impact sur les organismes du sol, soit en termes d'abondance, activité et diversité, justement pour essayer de maintenir le milieu dans lequel il est. Donc ça, c'est en gros les intrants sur les sols, voilà les 3 grandes catégories d'éléments qui nous intéressent. Et donc, on dispose aujourd'hui d'indicateurs assez bien documentés pour évaluer l'effet de ces intrants, mais déjà en caractérisant les intrants eux-mêmes. Donc on en a déjà parlé un petit peu ce matin. Donc je vais passer assez rapidement sur certaines diapositives. Donc il y a avant tout l'effet fertilisant, c'est ça qui est intéressant en premier lieu, et c'est là-dessus où on dispose le plus d'analyses. Donc une des premières caractérisations, c'est on mesure les teneurs en éléments nutritifs avec des méthodes normalisées. On va mesurer les teneurs en NPK, les formes totales principalement, organiques, minérales pour l'azote, pour les autres c'est un petit peu plus compliqué. On peut mesurer aussi les formes solubles, et donc ça nous donne une idée de la quantité d'éléments que l'intrant va apporter. Mais après, pour bien apprécier cet effet fertilisant, il faut en complément avoir une idée de soit ce qu'on va appeler la biodisponibilité, c'est-à-dire le coefficient apparent d'utilisation, quelle quantité d'éléments va vraiment être capté par la plante, ou on peut avoir aussi les deux, l'équivalence par rapport à un engrais minéral de référence, donc les coefficients d'équivalence. Et donc ça, pour évaluer ces 2 éléments-là, les méthodes de référence, c'est plutôt les tests dits de biodisponibilité, équivalence engrais minéral, où là, soit en plein champ, soit en incubation, on va comparer, et ça on a vu quelques résultats ce matin, effectivement, on compare la quantité d'éléments absorbés entre un témoin non fertilisé, un engrais minéral de référence, et puis une matière fertilisante, quelle qu'elle soit. Et donc ça, du coup, ça nous permet d'avoir justement ces notions de coefficient d'équivalence.
très bien documenté pour l'azote, hein, ça c'est l'élément le plus utilisé. Pour le phosphore, on a aussi des méthodes bien standardisées en conditions contrôlées. In situ, c'est un peu plus difficile à montrer des effets parce qu'il faut trouver des situations carencées à la base, donc c'est pas toujours simple. Et puis par contre, pour les autres éléments, c'est moins simple, notamment parce que l'absorption de l'élément n'est pas forcément directement liée à sa teneur dans le sol, mais qu'il y a aussi des interactions. Donc déjà, on voit que l'effet fertilisant, on a des outils surtout sur N et P, et puis après les autres éléments, bon, c'est possible, mais un petit peu plus complexe. Bon, ça, c'est bien, mais c'est quand même des essais en champ relativement lourd, en pot un peu moins, mais c'est aussi un peu plus difficile. Et donc, il y a des méthodes un petit peu plus simples qui vont permettre d'évaluer la proportion de minéralisation. Donc, ça a été aussi présenté en fin de matinée. Hein, donc là, où on va en laboratoire regarder la dégradation de la matière organique du produit. Donc là, on parle plutôt de matière fertilisante organique. Avec des suivis dans le temps pour évaluer justement ma proportion d'azote organique, quelle proportion d'azote minéral je vais obtenir au bout d'un certain temps, donc en conditions standardisées, hein, échantillon séché broyé, humidité, température constante. Et donc ça va nous permettre d'avoir une quantité d'azote minéralisé en pourcentage de l'azote organique initialement présent. Et ça, cette valeur-là, elle peut soit être plus ou moins considérée comme un coefficient d'équivalence, mais à prendre avec des pincettes, et puis surtout être utilisée dans des outils ou des modèles de gestion de l'azote. Et donc vous avez une courbe comme on a ici, où on a dans le temps la libération d'azote minéral, avec l'équivalence ici, vous avez les jours à 28 degrés, et puis là vous avez les équivalences à peu près en climat, on va dire, moyen français. Donc ça, voilà, c'est toutes les cinétiques de minéralisation. Bon, là, j'ai présenté l'azote, mais il y a le carbone également. Et donc ça, bon, on est dans des conditions standardisées, donc on sait que quand on fait la transposition en conditions terrain, sur certains produits, on sait que ça marche plus ou moins bien. Donc là, il y a eu un certain nombre d'études et de travaux qui ont été menés pour voir la transposition entre les deux. Et à mon avis, ça, c'est des choses aussi qui poursuivront, notamment dans le groupe caractérisation des matières organiques OBN Fertile, qui va se réunir prochainement. Et puis encore plus simple, on peut aussi avoir une idée de l'effet fertilisant, par exemple en modélisant à partir de paramètres simples d'accès, comme par exemple le C sur N. Il y a des modèles qui existent qui disent en fonction du C sur N, on a des idées sur la vitesse et puis l'intensité des minéralisations. Donc là, on mesure carbone-azote et on a une première estimation des modèles de dégradation. Alors ça marche bien puisque c'est des modèles issus des résidus végétaux, donc ça marche bien pour les matières organiques brutes, simple, mais dès qu'on va les mélanger ou on va les composter, le C sur N, il ne veut plus forcément dire grand-chose. Mais on a quand même aussi cet indicateur qui peut déjà être un premier élément. Donc on voit sur les effets fertilisants, pour caractériser les intrants, il y a quand même une batterie d'analyse du plus simple au plus compliqué qui est déjà conséquente. Et puis sur l'effet amendant, ça a été évoqué ce matin aussi, je ne vais pas trop détailler, hein, on va parler d'indice de stabilité de la matière organique, où on va faire un fractionnement biochimique pour évaluer les proportions de fractions équivalentes cellulose, lignine, hémicellulose, plus un carbone minéralisé à 3 jours. Et puis ça nous permet d'évaluer une proportion de matière organique résistante à la dégradation qui après est valorisée pour raisonner un calcul de bilan humique et donc après savoir effectivement dans ma situation agronomique quelle quantité de matière organique stable ou de carbone stable va m'apporter ce produit et est-ce que ça va être suffisant ou pas pour compenser mes pertes annuelles liées à l'activité biologique du sol. Donc on a ça, l'effet amendement organique. On a aussi des études ou des essais pour évaluer l'effet amendant basique avec donc les effets alcalinisants en incubation, où là aussi on est en incubation, on incorpore le produit dans de la terre et on regarde l'effet qu'il peut avoir sur le pH en comparaison avec un amendement basique de référence pour voir si est-ce qu'il y a une augmentation, une diminution. Donc là aussi, on a des outils qui permettent d'évaluer ces éléments-là en incubation, sachant que sur le terrain aussi, on peut le voir. Donc ça, voilà, sur l'aspect fertilité, l'effet amendant, on a des indicateurs. L'effet innocuité, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais il y a un certain nombre d'analyses normalisées qui permettent d'évaluer les teneurs en éléments traces métalliques, les teneurs en HAP-PCB, on en parlait juste avant la pause, les teneurs en matériaux inertes, c'est-à-dire film, plastique, et puis tout ce qui est bactériologie, qui sont les menus classiques qui sont demandés dans les normes et puis dans les arrêtés d'épandage, pour certains.
Donc voilà, on a sans doute imperfectible, puisqu'on ne tient pas encore compte des RSDE ou autre chose, mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui existent là-dessus. Quand on va s'intéresser maintenant à l'effet que vont avoir ces intrants sur les sols, là aussi, aujourd'hui, on a une batterie d'analyses existantes qui ont été mobilisées notamment dans le cadre de l'essai Caliagro. Donc, je ne vous représente pas le graphique que vous avez vu en début de matinée, mais ça vous permet, on mesure la teneur en carbone organique du sol, et en mesurant en plus la densité apparente, ce qui n'est pas toujours si simple que ça, on arrive à calculer des stocks. Et on peut voir aussi des évaluations de stock qui vont plus ou moins vite en fonction des intrants. Je pondère ça juste pour rappeler que tout indicateur, quel qu'il soit au niveau du laboratoire, il est assorti d'une certaine incertitude de mesure. C'est-à-dire que quand on refait 2 ou 3 fois la même mesure sur l'échantillon, on ne tombe pas pile sur la même valeur, il y a toujours une petite variation. Et quand on s'amuse à refaire les calculs, pour le stock de carbone, je parle bien du stock, on est à peu près une incertitude au niveau de plus ou moins 5 tonnes de carbone par hectare liées à l'incertitude analytique, qui est généralement de l'ordre de plus ou moins 10%. Ce qui veut dire que pour voir significativement avec les méthodes accessibles au laboratoire de routine, pour voir des impacts sur les teneurs en carbone dans les sols, il faut attendre 5 ans, voire 10 ans, sachant que là, on était dans cet essai-là sur des doses assez fortes, sur des doses agronomiques plus classiques. Des fois, c'est 15-20 ans avant que, analytiquement, on puisse avoir des écarts significatifs qui se mettent en place. Donc, ce sont des outils pertinents, mais qui nécessitent parfois d'avoir justement des suivis longue durée pour pouvoir voir l'impact des matières. Et donc, sur du diagnostic au quotidien, on se retrouve des fois un peu démunis pour voir vraiment l'impact que peuvent avoir les organiques sur les stocks, ou tout du moins dans la durée et dans l'intensité de l'évolution. Les intrants vont aussi avoir, là je vous ai repris un autre exemple d'expérimentation de la séraille sur des cultures spécialisées. Là on est plutôt en maraîchage, où on voit qu'en comparé à un sol donc plutôt sableux, on a une assez forte augmentation de la réserve utile en eau en apportant soit du fumier, soit du compost de tourteau. Là aussi assez classiquement, on sait que là c'est lié à l'augmentation de la teneur en matière organique dans les sols qui augmente la réserve utile. Donc là on peut quantifier directement la réserve utile du sol. Ça, c'est des outils qu'on a à disposition. Et puis, je reviens sur Caliagro pour 2 résultats aussi qu'on vous a déjà présentés. Donc, capacité d'échange cationique et puis effet pH. Là aussi, on est capable de faire des suivis avec, là également, des ordres de grandeur sur l'incertitude de mesure où on voit que, il faut attendre un certain temps avant que significativement, au niveau de l'analyse, on puisse dire qu'il y ait des différences sur le pH. Ça évolue un petit peu plus vite. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des indicateurs qui nous permettent de caractériser la composante, l'effet des intrants sur la composante physique du sol. On sait mesurer la CEC, on sait mesurer donc la réserve en eau. On peut in situ mesurer des notions de stabilité structurale. Donc on a des choses qui existent. On a aussi une batterie d'indicateurs assez conséquente sur la partie chimique, avec le pH, statut acido-basique, le statut minéral, donc les teneurs en éléments. C'était les diapos que vous avez vus ce matin aussi sur les teneurs en phosphore, en potassium ou autre. Donc là, on est très bien, on va dire, on est correctement outillé sur le potentiel nutritif, même si on peut toujours mieux faire. Par contre, on voit que sur le statut organique, hormis carbone, azote, après, on est un petit peu plus démuni, où là, effectivement, on a des éléments sur carbone, azote, potentiel de minéralisation, mais tout ce qui va être abondance, diversité des organismes, aujourd'hui, pour les laboratoires de routine, on n'a pas ces éléments-là. Et on voit bien que la composante biologique, il faut aussi en tenir compte si on veut effectivement avoir une bonne idée de la notion de santé du sol. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé pour comparer à la qualité du sol, qui est le potentiel permis par les conditions physico-chimiques, et puis la santé du sol, c'est le niveau d'atteinte de ce potentiel. Et donc c'est là-dessus où potentiellement on peut jouer. Donc c'est là-dessus en gros où aujourd'hui il y a le plus gros manque, ou tout du moins en termes même si les méthodes existent, les indicateurs sont là, mais est-ce qu'ils sont vraiment accessibles au laboratoire de routine? C'est là-dessus où effectivement il y a le travail le plus important à mener aujourd'hui. Et ça va se faire conjointement, ou ça s'inscrit dans un contexte où effectivement les attentes vis-à-vis de l'évaluation des impacts des intrants changent.
à savoir qu'aujourd'hui, les indicateurs qu'on a à disposition et qui ont été mobilisés, c'est surtout pour s'intéresser à la production végétale, donc le service plutôt fourniture des éléments minéraux, c'est ce qu'on a vu, effet fertilisant. Là, on sait bien faire, donc c'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'ensemble des pratiques culturales, alors mes exemples sont très centrés plutôt agriculture, grande culture que culture urbaine, mais on peut projeter ça de la même manière. On se focalise surtout sur ces deux éléments-là, la fertilisation et les amendements, et effectivement les autres aspects des pratiques culturales on va dire que sont connus, mais c'est pas forcément là où les outils permettent de valoriser ou de donner un conseil. Et donc ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant puisque maintenant, effectivement, il y a l'agroécologie qui arrive, où là, on veut concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur des fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Donc là, services et fonctions rendues par les écosystèmes. Et donc, l'agroécologie, c'est bien, certes, il faut optimiser les flux de nutriments donc pour maintenir les productions, mais préservation des ressources, donc toute la notion de biodiversité et effectivement d'externalité environnementale, la diversité génétique, les services écologiques, là aussi la partie alimentaire locale, donc tout ce qui est circulaire extrêmement important, et puis donc minimiser le recours aux ressources dites sensibles, et puis voilà pour cette fameuse résilience du système, c'est-à-dire sa capacité à revenir à un état initial après une perturbation, donc pour être capable donc justement d'avoir des systèmes qui résistent mieux aux différentes évolutions ou pressions qu'ils pourraient subir. Donc ce concept-là ou ce contexte-là fait qu'effectivement la partie fertilisation qui nous intéressait initialement, qui était de dire je m'intéresse à ma matière organique pour mes services, fournitures en éléments minéraux, c'est bien, mais maintenant il faut voir un peu plus large. Il faut essayer de regarder tout ce qu'on voudrait ou tous les services que pourrait rendre. Alors on ne pourra sans doute pas tout investiguer, mais on voit qu'on est dans un système beaucoup plus complexe et que c'est plus seulement les agriculteurs, mais c'est aussi la société. On parle des services, stockage, fourniture d'éléments nutriments, stabilisation des sols, ok, mais effectivement biorégulation et puis après régulation du climat, enfin voilà, tous ces éléments-là. Et donc forcément, pour arriver à ça, on va avoir besoin, nous, de développer des outils qui permettent d'élargir le conseil et plus seulement à la fertilisation, mais à l'ensemble des pratiques culturelles pour justement aboutir, puisque ça se raisonne globalement dans un système. Ce n'est pas uniquement l'apport d'intrants et le rendement, mais bien l'ensemble des éléments, l'ensemble des leviers agronomiques qu'on a à disposition pour essayer d'optimiser le système. Et donc, aujourd'hui, je le redis, on a une approche qui permet de caractériser les composantes intrinsèques du sol, c'est-à-dire on sait caractériser la physico-chimie, la richesse nutritive, et il faut compléter par les composantes dynamiques du sol, donc à savoir notamment l'aspect structure, parce que l'aspect physique du sol, on a encore des progrès là-dessus, et puis principalement l'aspect biologie. Et donc on pense que l'abondance et la diversité, l'activité des organismes du sol sont indispensables pour valoriser les fonctions et services du sol grâce aux pratiques culturelles. Donc, c'est tout l'enjeu d'un des exemples de réponse à ces nouvelles attentes, qui est le projet Agroécosol, donc qui est porté par Auréa, donc un projet qui est dans le cadre de l'appel à projet investissement d'avenir de l'ADEME, dans la thématique industrie, agriculture et coefficiente, donc qui est l'objectif de développer une filière technique et économique sur le diagnostic et le conseil pour une gestion agroécologique des sols cultivés. Donc projet en partenariat avec l'INRA et Arvalis. Donc un projet qui va s'étaler sur un peu plus de 4 ans, donc porté par Auréa avec 2 partenaires et puis un certain nombre de sociétés prestataires qui nous aident, donc soit les coopératives et AgroSolutions sur la partie besoin du terrain et puis test, des laboratoires soit qui nous aident en développement ou qui vont faire de la prestation, et puis la recherche qui va nous aider à développer des nouveaux indicateurs ou à faire du transfert de technologie. Voilà, un programme assez ambitieux, donc accompagné par l'ADEME. Et donc ce projet a pour ambition donc de proposer donc des outils, et donc les outils, il y a 2 facettes, c'est-à-dire qu'à la fois il faut qu'on ait des analyses qui soient accessibles, c'est-à-dire il faut que ce soit simple d'accès, c'est-à-dire qu'on puisse les mesurer assez facilement et du coup avec un coût, on va dire, modéré. Aujourd'hui, les indicateurs tels qu'on les a, pour les rendre acceptables, il faut qu'on divise les coûts d'un facteur 3 à 4 à
peu près. Donc il y a quand même un gros enjeu en termes d'industrialisation, donc c'est-à-dire être capable de produire en grand nombre et à des coûts, on va dire, acceptables par rapport aux analyses de terre classiques, et pour faciliter l'accès au conseil. Et la deuxième volet de cette pièce, c'est que si on a un bel indicateur mais qu'on est incapable de lui faire dire quelque chose, ça ne sert à rien. Donc il faut aussi qu'on soit capable de fournir un conseil opérationnel à partir de ces indicateurs-là. Donc il faut des référentiels d'interprétation, et surtout, comme on rentre dans une notion, on veut aller vers des services et des fonctions, il faut définir des niveaux souhaitables de ces fonctions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux favoriser et comment ? Est-ce que le plus, c'est forcément le mieux ? Voilà, il faut se poser la question pour chacun des services. Et donc ça, c'est des réflexions qui sont aussi communs avec d'autres projets, mais qui sont loin d'être si simples que ça. Et donc, une fois qu'on arrivera à ça, du coup, on aura certes des analyses, mais toute une partie formation, parce qu'on est sûr qu'il faut accompagner les outils sur le terrain. On est à 20 minutes. 20 minutes, très bien, merci. Parce que c'est très technique. On sait déjà pour l'analyse de terre classique, il y a besoin d'accompagnement. Donc là, il y en aura encore besoin de plus. Et puis, on est persuadé aussi que l'observation sur le terrain est extrêmement importante, puisque la vie du sol va être limitée, certes par ce qu'ils ont à manger, mais aussi par leur habitat. Et donc, la structure du sol aussi est quelque chose à regarder. Et puis, voilà, après, diagnostic, restitution, ça, c'est des choses un peu plus classiques. Donc, sur quoi on travaille dans le cadre du projet ? Donc on a des indicateurs liés aux fonctions du cycle de carbone et l'azote, donc c'est-à-dire quantification de poules de matières plus ou moins minéralisables, quantification d'activité de minéralisation. Alors, c'est déjà des choses qu'on a chez nous mais qui sont à optimiser. On a des indicateurs plus liés d'activité enzymatique, activité liée au cycle du carbone, de l'azote. Des indicateurs, et c'est là où il y a les plus grosses innovations, en tout cas pour nous, qui vont concerner l'abondance et la diversité microbienne, donc avec des techniques moléculaires. Donc là, on est en train d'internaliser des savoir-faire pour mesurer les quantités d'ADN dans le sol, ADN des bactéries, ADN des champignons, pour avoir à la fois des indicateurs d'abondance et de diversité de ces organismes. Et puis, on travaille également sur la faune, méso- et macrofaune du sol, avec des organismes de référence, les vers de terre, les carabes, acariens, les colamboles, les nématodes. Et donc là aussi, soit avec des méthodes morphologiques classiques, ou aussi avec des méthodes moléculaires, où là on cherchera plutôt des traces de ces organismes dans les sols. Donc voilà, un panel relativement large. Tout ne sera pas forcément mobilisé tout le temps, mais l'idée c'est d'arriver à la fois pour ces indicateurs à avoir le coût d'accès le plus faible possible, et puis d'être capable de leur faire dire ou de les mobiliser quand ils apporteront une information pertinente. Donc le gros des travaux, ça va être effectivement d'optimiser certains indicateurs déjà maîtrisés chez nous, c'est-à-dire que le prélèvement est déjà relativement bien maîtrisé, mais on sait que par exemple travailler sur des échantillons bruts de sol, le tamisage, la préparation n'est pas simple, alors que quand c'est séché, on a déjà des mécanismes automatisés. Donc ça, on essaye d'optimiser les choses. Et puis après, il y a toutes les notions de productivité aussi à améliorer. Donc soit on teste aussi des méthodes alternatives. On va aussi donc travailler sur les nématodes. Là, ce sera avec Elisol en prestation. Et puis, donc, on va, comme on disait, acquérir du travail sur l'abondance, la diversité des bactéries et des champignons pour voir, là aussi, il y a encore un petit peu de travail sur la productivité pour passer ça sur du labo routine. Et puis, sur la faune du sol, on a sans doute des choses très intéressantes, mais aujourd'hui qui nécessitent des prélèvements spécifiques. Donc ça, nous, l'idée, c'est d'arriver à un seul prélèvement, à avoir tout dedans. Donc là, c'est pour ça qu'on veut essayer de basculer sur des technologies moléculaires pour que tout puisse se prélever à l'intérieur. Donc là, il y a un gros enjeu au niveau de la recherche là-dessus. Et donc, ces indicateurs, donc voilà, je disais qu'ils sont à mettre en relation avec le gîte et le couvert, donc avec l'habitat, donc la structure du sol qu'il faudra apprécier, et puis donc tout ce qui va être les informations liées aux pratiques culturales. Et donc là, on voit directement le lien avec les matières fertilisantes et les intrants, puisqu'ils impactent à la fois sur la structure et puis aussi sur les quantités de matière à disposition. Donc je passe rapidement sur pourquoi on a choisi ces indicateurs-là. Bon, forcément, on sait que les micro-organismes sont au centre de différentes fonctions liées au recyclage des nutriments, à la transformation du carbone, la structure, la régulation des populations. Donc forcément, on sait que s'intéresser à ça, c'est des éléments qui nous semblent pertinents. Quelques exemples de résultats très rapidement pour montrer. Là, c'était des essais faits par Arvalis
où il y a eu pendant 10 ans des apports différenciés de produits résiduaires organiques. L'essai a été arrêté en 2006 et après, nous, on a fait des analyses séquentielles dans le temps. Donc, on voit sur la teneur en matière organique qu'à la fin de l'essai, on a bien une différenciation entre azote, le traitement fumier et puis le traitement minéral. Et puis qu'au bout du temps, on est revenu à un système classique. On voit que la différence s'amenuise parce qu'on est rentré sur des systèmes, on a diminué les entrées de carbone et les sorties, elles sont toujours les mêmes. Donc, le stock de matière organique, lui, 4 ou 5 ans après la fin de l'essai, ne permet plus de voir les différences, alors que quand on s'intéresse à la fraction labile, bien là, on a toujours la même différence 5 ou 6 ans après. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de persistance de ces indicateurs-là. Une illustration, là aussi, encore issue de Cali Agro, donc là, sur des mesures de biomasse moléculaire, où on compare les différents traitements. Bon, sans surprise, la partie minérale est la plus faible, mais ce qu'on voit, c'est que forcément, les différents intrants répondent différemment. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la courbe d'augmentation de matière organique, mais ce n'est pas forcément ceux où le stock de MO augmentait le plus qui ont la plus de biomasse. Donc là aussi, il y a des éléments assez intéressants à croiser avec ça. Dernier exemple, c'est la partie vers de terre, donc qui sera sans doute illustrée demain, où certes, on voit oui, que les produits n'ont pas le même effet sur l'abondance des lombriques dans le sol. Mais ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que l'indicateur ou le bioindicateur, il est là soit pour nous révéler pour lui-même, mais aussi pour nous traduire une fonction. Et là, dans ce cas-là, l'abondance de vers de terre va nous permettre d'approcher peut-être une fonction porosité qui est beaucoup plus difficile d'accès, puisque là, oui, c'est de la tomographie, donc assez peu accessible, alors que compter des vers de terre, c'est relativement plus simple. Donc là aussi, on a un compromis entre si je peux mesurer directement vers fonction, je le fais, ou sinon j'essaye de trouver un proxy qui me permette d'arriver à cette réponse-là. Donc en conclusion de ce qui va arriver, en gros, donc voilà, la meilleure prise en compte de la composante biologique des sols, ça devrait nous permettre, par rapport aux indicateurs dont on dispose aujourd'hui, d'avoir une réponse plus précoce que la variation de stock. C'est-à-dire que l'impact des intrants organiques, notamment, devrait répondre plus vite. Donc on devrait être capable d'être plus réactif et d'anticiper certaines trajectoires. Aussi nous permettre d'avoir une possible évaluation de la durabilité des fonctions. C'est-à-dire qu'on peut mesurer une fonction à un instant T, mais est-ce qu'elle va se maintenir dans le temps? Là, théoriquement, voilà, c'est la notion de résilience qu'on avait dans l'agroécologie. On suppose que ces indicateurs de diversité des organismes peuvent nous apporter ces informations-là. Et puis, voilà, la biodiversité, là, il y a la semaine dernière ou l'autre d'avant, c'était au devant de l'actualité. Là, la biodiversité des sols aussi, en tant que telle, devient quelque chose à considérer. Et donc, si on arrive à mieux évaluer l'impact d'une diversité croissante d'intrants dans le sol, c'est-à-dire que là, on a vu ce matin et en début d'après-midi, une coup de diversité, on est plus loin de l'apport du fumier de bovin ou de fiente. Maintenant, on a des sources extrêmement diversifiées, donc du coup, il faudra qu'on dispose d'outils pour choisir le bon intrant selon le contexte terroir et puis aussi selon les services recherchés, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes objectifs, soit de maintien d'une fonction, soit d'amélioration d'une autre. Donc on suppose et on espère que ces outils-là nous permettront d'orienter au mieux les choix qu'on pourra faire à l'avenir. Voilà. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc parfait. Merci, je vous remercie.